Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. C'est un petit peu la course ce matin pour tout vous dire. Heureusement, Patrick Roger était là au cas où. Ce matin, ça roule très très mal. Il y a la Fashion Week, il y a le Salon du Bourget, il y a un sommet de chefs d'État, donc la pluie absolument. Donc c'était speed. On vous dit tout. Et les Parisiens ne savent pas conduire sous la pluie. Les cortèges de police partout dans Paris. Et les gens qui prennent leur vélo, ils prennent plus leur vélo ce matin. Voilà, si, c'est pire. Et je voudrais signaler à Madame Hidalgo que la chaussée étant ce qu'elle est, il y a des énormes bassines. On va peut-être avoir des manifs, des bassines, ce qui fait que les cyclistes ne peuvent pas rouler sur les pistes cyclables. Bref, nous sommes là avec Sophie de Menton, vous l'avez entendu, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Jean-Baptiste Moreau, bonjour Sophie. Ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, Jean-Claude Beaujour, bonjour. Vous êtes avocat et président du Forum Transatlantique. Bonjour Valérie. Et nous attendons Pascal Bataille qui, comme moi, a dû être... qui se noie sous la pluie. Voilà, se noyer sous la pluie dans les embouteillages, animateur, producteur et chef d'entreprise. Et beaucoup de sujets aujourd'hui, évidemment. Les soulèvements de la terre. Hier, vous le savez, le ministre de l'Intérieur a prononcé la dissolution de ce mouvement. Et on a assisté à de nouvelles violences. Et vous l'avez entendu dans le Grand Matin Sud Radio, en particulier à Toulouse, Jean-Luc Moudinque agressé en pleine rue. On reviendra sur ce qui s'est passé à Bordeaux et sur l'état de la psychiatrie. Et puis le nouveau plan de sobriété pour l'été. Et puis évidemment, tous vos coups de cœur et vos coups de gueule comme tous les jours. Et on va commencer, avec vous, Jean-Claude. Ça correspond un petit peu à mon introduction. Oui, dans une étude de The Economist, Paris rétrograde dans la liste des villes où il ferait bon vivre ou meilleur vivre. Alors on est évidemment supplanté par Vienne, mais Paris est passé de la 19e position en 2022 à la 24e position en 2023. Alors espérons qu'on ne va pas continuer à baisser, mais ce qui nous inquiète, en tout cas ce qui m'alerte, c'est que pour moi c'est l'une des plus belles villes du monde, pour ne pas dire presque la plus belle ville du monde, et que depuis un certain nombre d'années, on réclame que des mesures soient prises en matière d'hygiène, en matière de propreté, et qu'on a le sentiment de ne pas être entendu. Alors il n'y a peut-être pas que Paris, en France, qui soit dans cette situation, mais je trouve que c'est dommage parce que pour une ville qui accueille un certain nombre de nos amis qui viennent de régions, parce qu'on fait d'abord du tourisme intra-français, mais aussi qui est la vitrine de la France, qui accueille un certain nombre de manifestations internationales, c'est juste dommage. Donc je pense que c'est toujours un peu la même chose. On ne peut pas vivre au reclus, et j'appelle l'équipe municipale à vraiment à reprendre les choses en main, parce qu'on ne peut pas simplement dire c'est la période transitoire des travaux, Paris a toujours eu des rats, Paris a toujours été comme ça. Il y a un moment où ce sont les résultats qui comptent. Donc c'est un petit coup de gueule par rapport à ce classement où nous perdons des... Vous devriez faire un gros coup de gueule. Moi j'en avais un aussi alors tous les ans, et on en parle régulièrement avec Sophie, sur la Fashion Week, et c'est un événement important, rayonnement de Paris, mais qu'on arrive aujourd'hui à privatiser des endroits publics comme le Louvre parfois, comme la place du Trocadéro, enfin le bas du Trocadéro, où il y a un gigantesque défilé Saint-Laurent qui va avoir lieu, et on monte et on démonte le Pont-Neuf avant-hier. Enfin, c'est invraisemblable que l'espace c'est public... vrai, Valérie, vous avez totalement raison. D'un autre côté, si vous saviez le fric que ça engrange, et comme on a une mairie en faillite, un pays en faillite, je me demande, ils sont en train de prendre de l'argent partout où ils peuvent, et c'est des revenus incroyables. Ils avaient, j'étais au Conseil économique, social et environnemental, ils avaient loué des défilés, c'était assez surréaliste quand même, c'est la 3e assemblée de l'État, Miu Miu, etc., descendait le grand escalier, etc. Mais ça a servi à restaurer une partie du... Donc c'est à se demander, on se vend. Oui, on se vend, c'est un peu ça qui est dommage. C'est ces publicités aussi sur tous les monuments qui payent, certes, qui sont mécènes, mais je me souviens d'Apple sur la conciergerie ou autres marques comme ça.
fait un petit peu mal au cœur. Non, mais pour être un provincial, moi qui viens à Paris régulièrement depuis, quand j'ai été élu député, j'ai commencé à venir toutes les semaines. Ça s'est quand même clairement dégradé depuis 6 ans. Enfin, je veux dire, au départ, en 2017, quand je venais, c'était encore à peu près circulable. Ça ressemblait un peu à quelque chose. Aujourd'hui, c'est un champ de mine. Enfin, je veux dire, il y a des travaux partout, il y a des trous dans tous les trottoirs, dans toutes les chaussées. Effectivement, ce matin, on pourrait faire de l'irrigation. Il y a des bassines partout, surtout dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'est dans un état pitoyable. Ils commencent des travaux partout, ils finissent nulle part. Enfin, même au niveau de la cohérence et de la réflexion autour des travaux, je sais même pas comment c'est. Pensez, un maire de commune rurale ferait ce qu'elle fait là. Je pense qu'il serait muré dans sa mairie par les habitants. Enfin, je veux dire. Oui, mais ce qui est très grave, c'est que j'en parlerai d'ailleurs peut-être tout à l'heure sur un coup de gueule aussi, c'est que on n'a pas la solution. Ils sont impuissants. Oui, on va en reparler. Mais c'est vrai que oui, l'état de la ville se dégrade. Le boulevard Saint-Michel est devenu une espèce de, peut-être pas une ZAD, peut-être pas une zone à défendre. Mais en tout cas, tous les magasins sont fermés, le long des Tuileries c'est fermé. Bref, on dit ça pour nos amis provinciaux, non, comment on dit en région maintenant, régionaux. Voilà. Maintenant c'est une insulte. Ah, voilà, absolument. J'assume d'être un provincial. J'assume assez bien d'être un provincial. Voilà. Jean-Baptiste, vous avez un coup de gueule. Oui, j'ai un coup de gueule. Alors, loin de moi l'idée de défendre les idées d'Éric Zemmour, que je ne partage absolument pas, et ni le constat, ni même les propositions. Mais hier, il était en déplacement sur Limoges, donc dans ma région de cœur et d'origine. Et il s'est fait insulter dans le train par un syndicaliste CGT. Alors, je savais pas que c'était au départ un syndicaliste CGT, mais même Madame Binet a pris sa défense. Ce syndicaliste a crié haut et fort dans le train devant Monsieur Zemmour qui s'était trompé de destination et qui pensait pas que ce train était à destination d'Auschwitz ou de la Pologne. Voilà, donc c'est antisémite, c'est clairement antisémite, c'est minable. Enfin voilà. Où est l'esprit de Voltaire, qui est l'esprit français, à savoir je déteste ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a une partie de l'extrême gauche qui est total. Bon, l'antisémitisme à l'extrême gauche, c'est pas une nouveauté. Historiquement, ça a toujours existé. Hein. Mais là, on a une partie de l'extrême gauche qui s'auto-proclame le clan du bien et qui s'auto-adjuge tous les droits à partir du moment où elle défend ses idéaux soi-disant humanistes, et elle a tous les droits. Alors, on en parlera tout à l'heure avec les soulèvements de la terre, mais là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on insulte Éric Zemmour, que je partage en rien ses idées. C'est pas loin de moi l'idée de les défendre, mais je veux dire, en plus, cette méthode-là de diabolisation, d'expliquer. Alors, je sais pas s'il a voulu dire qu'Éric Zemmour était nazi ou si c'était parce qu'il était juif, parce que vu le niveau d'inculture, je suis même pas sûr que ce soit vraiment. Parce que se sont justifiés en disant qu'ils avaient dit Vichy, sauf que visiblement. Non, il n'a pas dit Vichy. Non, il a assumé sur Facebook qu'il avait dit la Pologne. Et selon les gens de chez Zemmour, il aurait dit Auschwitz. Donc Auschwitz, oui, non, mais c'est ça. Bon, alors après, peu importe. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est antisémite, c'est nul. De toute façon, ça sert à rien. Mais comme la manifestation, quand il a dédicacé son livre, je crois que c'est en Bretagne ou je sais plus où exactement. C'est pas comme ça qu'on combat ces idées-là. C'est en les combattant pied à pied, c'est argument contre argument, mais c'est certainement pas par la violence, par les manifestations, les blocages, empêcher les gens de parler, de venir là, agresser ceux qui viennent là, demander des signatures. Enfin, je veux dire, la stigmatisation, ça n'a fait que amener l'extrême droite aux portes du pouvoir. Je veux dire, la gauche n'apprend rien de ses erreurs, n'apprend rien de l'histoire, et elle continue sur les mêmes débilités dont elle a su faire preuve tout au long de son histoire. Sans compter que maintenant, on est obligé de prendre des excuses. Je ne pense pas comme Zemmour, faut pas exagérer. Moi, je le regardais avant qu'il fasse de la politique. Ce qu'il disait, c'est un homme terriblement cultivé. Il a dit beaucoup de choses sensées. Il faut arrêter quand même. Non, mais je veux dire, en dehors de ça, parce que. Non, mais là, c'est devenu maintenant. On voit sur les réseaux sociaux ces défenseurs le défendre sous l'angle et prendre parfois des angles un peu malhabiles et maladroits. Moi, je ne soutiens pas les idées de Zemmour, mais je me battrai jusqu'à la mort pour qu'il puisse les exprimer. On va y revenir et vous aurez la parole, Jean-Claude Beaujour. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, nous revenons sur le coup de gueule de Jean-Baptiste Moreau, à savoir Éric Zemmour hier dans un train direction de Limoges, insulté par Frédéric Tronche, donc qui est dirigeant de la CGT cheminot. Il y a une polémique puisque Sophie Binet soutient qu'il a dit je voudrais savoir si le train ne va pas à Vichy, et devant témoins visiblement il aurait
avait dit vous êtes sûr que ça va pas à Dachau? Mais il l'a même écrit sur Instagram ou sur Facebook. Donc, j'ai parlé de ce cas-là. J'aurais pu parler aussi de Jean-Luc Moudin qui a été agressé cette nuit par l'ultra-gauche. Enfin voilà, c'est le camp autoproclamé du bien qui se croit tous les droits d'insulter, d'agresser parce que leur cause est juste. Ben non, ça s'appelle. On ne combat pas le fascisme avec le fascisme. Ça n'existe pas. C'est surtout Sophie Binet qui justifie en disant notre camarade est malade. Est-ce qu'il a Elisabeth Borne, mais je ne sais pas, mais il est patron, vous l'avez dit, de la CGT cheminot. Oui, Valérie, juste pour que les téléspectateurs comprennent, quand on est devant un tribunal, effectivement, il y a les faits et puis éventuellement, il y a des circonstances atténuantes. On n'est pas devant un tribunal. Ici, on est devant le constat de fait de savoir ce qu'un responsable politique ou syndical considère comme acceptable ou pas. Rappelons que ce type de propos, ce sont des propos inacceptables, c'est une violence, et qu'en démocratie, justement, parce que ces gens-là défendent la démocratie, parce que j'entends beaucoup que on dit oui, la liberté, en France on manque de liberté, Macron ou un autre, d'ailleurs, peu importe, porte atteinte à notre liberté, le gouvernement ici, ou l'opposition, ça, peu importe. Mais j'entends beaucoup qu'on se revendique d'un côté des valeurs démocratiques, mais que dans le même temps, on s'absout de respecter ces valeurs démocratiques. Et la moindre des choses, qu'on soit d'accord ou pas avec un responsable politique, ou d'un homme ou une femme, on n'a pas à se comporter comme ça. Et c'est vrai qu'il faut que la justice sanctionne ce type de comportement. Voilà. On ne peut pas se prétendre antifasciste en utilisant des méthodes fascistes, c'est pas possible. Et hier, nous avions notre camarade Régis de Castelnau qui a fait un coup de gueule sur Daniel Schneiderman, et Daniel Schneiderman qui animait Arrêt sur Image, et qui ce matin dit abracadabra, la Zémosphère tente de transformer une réaction antifasciste en insulte antisémite sur un malentendu. Non, mais alors attendez, là-dessus, je vais vous dire, peu importe la qualification antifasciste, antisémite, vous savez ce que je pense de tout cela. Moi, je pense que le propos, l'agression verbale est inacceptable. C'est tout. Je veux dire, peu importe la qualification antifasciste, antisémite, on n'a rien. Pascal, parce qu'elle n'est pas traitée à la même aune si c'est de l'antisémitisme et si c'est autre chose. Non, mais vous avez raison. Mais il y a de toute évidence, pour l'instant, aucune preuve d'antisémitisme dans cette phrase. Tout au contraire, de mon point de vue. Quand on vous dit ton train va à Dachau, parce que ça veut dire qu'on pense que Zemmour amène les gens là-bas et pas qu'il y va lui en tant que pas en tant que victime, bien évidemment. Arrêtons de faire semblant effectivement à chaque fois de prendre les choses à l'inverse de ce qu'elles veulent dire. Ce que voulait dire, et je ne cautionne évidemment absolument pas cette insulte et le comportement de ce personnage, mais évidemment que un train dans lequel est Éric Zemmour, on considère que Éric Zemmour est le chef de ce train qui emmène des déportés. Il est juste juif. Mais il est juste juif. Il est juif. Et alors, vous ne connaissez pas des juifs antisémites? Mais à supposer. Moi j'en connais. Attendez, mais justement, des juifs accusés d'antisémitisme. Justement, c'est pour ça que moi je veux pas rentrer dans ce débat de qualification du propos. Moi, je vous dis une chose. Vous n'entrez pas dans le débat, mais les autres y entrent. Il est déjà détourné le débat. Alors, moi, je viens pas ici. Il est déjà détourné le débat. Je ne suis pas là pour pouvoir suivre les autres. Je suis là pour vous donner mon point de vue. Et je peux vous dire que pour moi, quel que soit, et c'est pour moi la règle, les insultes de ce type à l'égard d'un homme ou d'une femme politique, quel que soit son camp, et j'aurais eu la même réaction, que ce soit à l'égard de M. Mélenchon, que ce soit à l'égard de Mme Le Pen, que ce soit à l'égard de quiconque, ceci ne peut prospérer parce que c'est précisément le terreau de la violence. Parce que lorsque vous tolérez cela, vous tolérez effectivement les attaques sourdines, vous tolérez les attaques contre les élus de toute nation. C'est ce que je voulais dire, parce que c'est ce que vous disiez aussi. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est au-delà de ce cas-là typique, c'est l'aspect d'intolérance. C'est Jean-Luc Moudin qui se fait agresser par ceux qui viennent défendre les soulèvements de la terre et une partie de l'ultra-gauche. C'est tous ces événements-là de gens qui sous prétexte de s'attaquer au totalitarisme, sont les pires des totalitaristes et leurs idées sont néfastes pour notre pays. Mais je redis que je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas négliger que si certains doivent être condamnés pour la violence de leurs propos, tous doivent l'être aussi dans ce cas-là. Et Éric Zemmour en premier, qui est le premier à exacerber cette violence au quotidien. De ma part, demandez à Valérie, je n'ai jamais bougé de iota, je viens de dire, quiconque
à ce type de propos. Oui, mais de vous savez bien que Éric Zemmour fait partie de l'établissement et qu'on lui pardonne tout. Il a été condamné très légèrement et il récidive à chaque fait divers. Encore la semaine dernière avec des propos qui sont inadmissibles, effectivement. Mais vous êtes en train de justifier la violence dont il est victime. Pas du tout. Non, pas du tout. Par exemple à Brest. Pas du tout. Je ne justifie absolument pas la violence dont il est victime. Je dis qu'il doit lui aussi être condamné pour la violence de ses propos. Mais pour moi, quel est le rapport, Pascal? En tant qu'avocat, moi mais en tant qu'avocat, moi je ne juge pas dans un ensemble. Bien sûr, chaque situation pour moi doit être examinée, chaque situation à chaque fois. Il m'est arrivé, je peux vous le dire, d'avoir croisé à CNews Éric Zemmour, de pas être d'accord, de dire un peu en quoi est-ce que ses propos étaient complètement inacceptables. Il n'en demeure pas moins, et je dis bien, quelle que soit la personne, on ne peut pas continuer à laisser insulter, agresser les responsables politiques, syndicaux. Il n'y a pas que les responsables politiques. Aujourd'hui, vous allez dans une pharmacie, la pharmacienne se met un service de sécurité, les médecins évitent parce qu'on les attaque. C'est cela le véritable enjeu. Mais on est d'accord. Mais qui sème le terreau aussi de cette violence au quotidien? Mais bien sûr, qui sème le terreau. J'ai vu aucun de vous soulever une telle véhémence d'objection quand la semaine dernière Zemmour a parlé de francocide à propos du fait divers à Annecy et de ses enfants. C'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet, justement, parce que vos indignations sont sélectives. Mais donc, Pascal, ça, ce sont des attaques individuelles. Mais c'est pas personnel, je vous écoute, Sophie. Je vous écoute, c'est un garçon très bien, vous prenez des cafés avec lui et il se fait photographier avec des selfies, vous êtes admirative. Mais vous entendez ce qu'il dit tous les jours? Ça vous choque pas qu'il parle de francocide? Donc on lui casse la gueule? Mais pas du tout, on lui casse pas la gueule. Non, pas du tout. Je l'ai dit très clairement, Valérie, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit très clairement, non, on ne casse pas la gueule à Éric Zemmour, non, on ne l'agresse pas dans un train, non, on ne l'insulte pas, mais on le traîne devant les tribunaux. Mais on le traîne devant les tribunaux. Mais il a été condamné. Non, pas pour ça, pas pour le francocide la semaine dernière, pas pour l'huile qui jette sur le feu en permanence. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas dire, parce que vous voyez là par exemple, je suis blessé. Vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas les mêmes. Vous voyez, ça c'est grave, parce que les auditeurs vont entendre cela et vont considérer que tous les quatre, nous n'avons pas. Mais vous ne pouvez pas m'accuser. Parce que de la manière dont vous l'avez présenté, je me sens visé. Vous avez une analyse sélective. Mais non, vous ne pouvez pas vous permettre de dire cela. Attendez, laissez-moi terminer. J'ai entendu aucun de vous. Non, mais attendez. J'ai entendu aucun de vous, je vous ai pas entendu. Après, vous pouvez me dire que vous l'avez fait. Je ne suis quand même pas invité tous les jours. Je ne suis pas intervenu à propos de ce sujet. Vous ne trouverez pas de ma part une seule situation dans laquelle je n'aurais pas dénoncé un comportement illicite, quel que soit son auteur. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? De quoi? De Éric Zemmour qui parle de francocide. Mais je vous réponds. Excusez-moi, je vous réponds. C'est proprement inacceptable. Juste parce que c'était mon coup de gueule de départ. C'est évidemment inacceptable. Mais moi, j'ai bien préciser qu'au départ, c'était la dimension voltairienne, c'est-à-dire que je déteste à peu près tout ce qu'il dit et je déteste son constat, je déteste ses solutions, mais je me battrai jusqu'à la mort pour qu'il puisse les dire, parce que justement, je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à la population, c'est de le laisser parler, parce que justement, on le met en face de ses contradictions et on le met en face de ses erreurs d'analyse historique. Donc voilà. Vous ne trouverez pas une seule fois où j'aurais cautionné un propos. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et je passe mon temps ici, Valérie le sait, à me battre pour la liberté d'expression. Néanmoins, cette liberté d'expression, elle rentre aussi dans un cadre législatif et l'antisémitisme, elle ne doit pas permettre de jeter en permanence de l'huile sur le feu. Mais alors, vous le dites vous, même si ça rentre dans un cadre législatif, il doit être poursuivi. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais aussi générer quand même un certain nombre d'exaspération ou d'indignation que je ne vois pas beaucoup. Donc vous justifiez la violence? Non, mais pourquoi vous me dites ça? C'est très mauvaise foi. Non, je dis, ça doit générer de la part des gens qui s'expriment régulièrement, des politiques, des gens comme nous qui s'expriment régulièrement dans les médias, ça doit générer de l'indignation. J'ai pas dit de la violence. Ça doit générer. Vous savez, moi je vais vous dire, compte tenu de mes origines entières, je peux vous dire que je suis attentif aux propos qui sont tenus. Vous ne trouverez pas une seule situation dans laquelle un propos
illicite, inacceptable n'ait pas été dénoncé par moi, y compris lorsque c'est Monsieur Castex qui dit, s'agissant des Outre-mer, ces gens-là sont rétifs ou c'est un propos à peu près comme ça, à la vaccination. J'ai trouvé ça scandaleux, alors même que j'apprécie l'homme en tant que tel. Donc, voyez, de ma part, vous ne trouverez pas ça. Ne changez pas le débat, excusez-moi, on n'est pas là pour redéfendre nos petits égos respectifs. Si vous m'avez accusé personnellement de parler à tout le monde, je parle à tout le monde. Non, je vous ai pas accusé de parler, je vous dis, vous le trouvez très sympathique, vous le défendez, c'est autre chose. Vous avez le droit de parler avec qui vous voulez. D'abord, Pascal, c'était un propos hors antenne, donc le rapporter à l'antenne, c'est pas très élégant. Et ensuite, Sophie n'a pas dit qu'elle l'admirait, elle a dit qu'elle l'avait rencontré. Et elle a décrit une situation où des gens s'arrêtaient. J'ai dit qu'elle le défendait, ni qu'elle l'admirait. Elle ne l'a jamais défendu. C'est marrant qu'on utilise des mots, ils sont déformés. C'est pas ce qu'elle a dit. Je n'ai pas défendu. Vous l'avez défendu. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y a un courant d'opinion qui lui est favorable. Voilà. Et elle prend acte de ce que le courant... J'étais étonnée. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Les idées et pas la personne. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, Valérie Expert. Allez, on continue, le débat continue, on va avancer. Pascal, vous aviez un coup de cœur, on n'a pas fini du coup notre tour de table. C'est à la fois un coup de gueule et un coup de cœur, parce que hier c'était la fête de la musique, tout le monde le sait, et j'espère que beaucoup l'ont fêté, mais c'était aussi la journée internationale de la lutte contre la SLA. La SLA, vous savez, elle est plus connue sous le nom de maladie de Charcot, c'est la sclérose latérale amyotrophique, et une maladie neurodégénérative qui, pour l'instant, pour laquelle il n'y a pas de traitement et qui est très peu, qui fait l'objet de très peu de recherches, malheureusement, en tout cas bien insuffisamment, et surtout qui a besoin de beaucoup de dons. Alors pourquoi coup de gueule? Parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il existe 2 molécules qui sont utilisées et utilisables par exemple aux États-Unis ou en Suisse, et qu'on n'a pas le droit, que les malades de la maladie de Charcot n'ont pas le droit d'utiliser en France. Ce qui est tout à fait inacceptable, ce qui est un scandale. Donc il faut appeler effectivement les autorités à revoir leur position sur ce sujet. Il faut que les patients, les malades puissent utiliser ces molécules. Soyons clairs, malheureusement, ces molécules ne permettent pas pour l'instant de guérir. Il n'y a aucun traitement. C'est une maladie qui touche chaque jour. Il y a 5 Français qui sont diagnostiqués. Chaque jour, 5 Français décèdent de cette maladie. Vous savez, c'est cette maladie qui peu à peu vous enferme dans votre corps. J'ai un ami qui est actuellement... Je suis content que vous le disiez, parce que en fait, si on cherche un petit peu, on a tous dans notre entourage, et de plus en plus, et cette maladie touche malheureusement de plus en plus de gens. C'est une maladie qui passe un peu en dessous des radars au niveau de la recherche. Donc la RSLA fait un travail énorme, et il faut vraiment la soutenir. J'ai l'honneur de faire partie des gens qui essaient de faire bouger un peu les choses à ce sujet-là. Donc à la fois donner évidemment pour la recherche, donner à cette association. C'est une association extrêmement sérieuse, rigoureuse, bienveillante, qui fait un travail formidable auprès des malades et auprès aussi des chercheurs. Et puis essayer de faire bouger les lignes sur l'utilisation de ces molécules, parce qu'elles permettent de gagner aujourd'hui entre 6 mois et plus de 2 ans d'espérance de vie. Or, vous savez que le diagnostic, malheureusement, de la SLA, c'est entre 3 et 5 ans d'espérance de vie. Donc, quand on peut gagner 6 mois, 1 an ou 2 ans, eh bien c'est formidable. Et en confort de vie aussi. Oui, c'est une maladie terrible. Moi, mon ami qui est victime de cette maladie, ça dure depuis beaucoup plus longtemps que ça, et on est enfermé dans son corps. C'est-à-dire qu'il a absolument toute sa tête, toute sa conscience, il est capable de soutenir, mais il ne bouge plus que les paupières. Donc c'est une machine qui déchiffre ce qui dit. C'est vraiment pour l'entourage et tout. C'est vraiment avec la tout récemment avec Olivier Goua, et le scaphandre des papillons. Voilà, et puis avec c'est pas la même chose. C'était pas la même maladie, exactement. Mais récemment, il y a Olivier Goua, qui est un chef d'entreprise formidable et qui a cette maladie et sur lequel a été fait un documentaire très édifiant et très émouvant. Voilà, mais effectivement, il faut mettre ces maladies-là et celle-là en particulier vraiment sous les projecteurs pour aider la recherche, parce qu'il est évident qu'on pourra trouver des traitements à court ou moyen terme. Alors Sophie, c'est un coup de cœur pour Arnaud Montebourg. Alors vous voyez, je suis très éclectique. Oui. Nous avons à Éthique, le mouvement que je préside, fait un colloque sur le pourquoi de la panne de la France. Et j'avais invité Arnaud Montebourg, qui est assez étonnant, avec qui je n'étais pas particulièrement d'accord, qui était ministre de l'économie, mais qui a le mérite de parler vrai, qui après s'est reconverti en chef d'entreprise. Notamment, oui. Et
à ma stupéfaction, et je crois qu'on va pouvoir entendre le son, lors de ce colloque, je lui dis, bon, alors, pourquoi vous avez été ministre de l'économie, la panne de la France, expliquez-nous. Et là, il nous a expliqué comment, en tant que... Il voulait faire des économies, évidemment, parce que la première des choses à faire, c'est les économies de l'État, entre guillemets, ou de l'administration. Donc, il a fait répertorier à Bercy, et signalons que Bercy est absolument remarquable au niveau des compétences. On lui a rapporté immédiatement 500 économies à faire, très précises, etc. Et il a dit, on y va. Vous voulez qu'on écoute? Oui. Peut-être on va écouter, je ne sais pas si c'est l'extrait exactement, mais on va écouter. Donc, en fait, c'est l'administration elle-même qui dirige le gouvernement. Absolument. Et donc ça... c'est un problème politique majeur. C'est qu'on a confié les rênes du pays à une administration qui demande à être commandée, mais qui ne l'est pas en vérité. Parce qu'on a dépolitisé j'allais dire, la chefferie, le commandement de l'administration. Donc, il va falloir maintenant, pour rattraper tout ça, parce que franchement, sur le terrain, c'est invivable. Et les fonctionnaires n'y peuvent rien. On leur demande d'appliquer des procédures délirantes qui sont conçues non pas par le Parlement, mais par l'administration elle-même, qui produit pour justifier, etc. Bon, donc moi je vais vous dire, il faudra un vice-premier ministre, voilà ma proposition, il faudra un vice-premier ministre à la débureaucratisation du pays, et qui va prendre au niveau du Premier ministre, donc interministériel, des décisions de réduction des normes, de manière à laisser le pays reprendre son souffle. Alors, oui, je complète là-dessus. Oui, ce qui était intéressant, c'est ce qu'il a expliqué juste avant. Alors, juste avant, il dit, j'arrive, j'étais ministre de l'économie. Donc, je fais faire un audit en disant, que faut-il, où est-ce qu'on peut faire des économies qui soient pas, pénalisantes, etc., etc. Donc, à Bercy, impeccable, on lui apporte tout. Il dit, OK, on y va. On prend ça et je vais appliquer ces mesures pour ces économies. À ce moment-là, on lui dit, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Comment ça, j'ai pas le droit? Je suis ministre de l'économie, je vous demande. Que se passe-t-il? Ah, mais vous n'avez absolument pas le droit. Ça doit être présidé par le conseiller en charge de la coordination de la simplification, qui verra avec les autres ministères-ci, et vous n'avez absolument pas le droit de mener à bien ces simplifications et ces économies que vous avez demandées. Et il a développé longuement, et il était désespéré, parce que je dirais, il est plutôt sanguin, mais et je crois que notre pays... Il était face à un énarque de 27 ans, c'est oui. ce qu'il a dit. Ah oui, il a dit, oui, c'est ça. Et en plus, on lui a dit, elle lui a dit, mais qui est le type chargé de la coordination, etc. On lui a cité un type qui était énarque de 27 ans. Mais on en parlait tout à l'heure pour les problèmes de Paris. Moi, ce qui m'affole, beaucoup plus que tout, c'est l'impuissance. Personne, aujourd'hui, nous sommes un pays bloqué. Personne n'a le pouvoir, je sais pas, de dératiser, de multiplier le nombre de poubelles, de simplifier, d'arrêter les normes. On nous en rajoute sans arrêt. Quand on veut simplifier, c'est une complexité supplémentaire. C'est ce qu'on appelle l'état profond. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'état profond. Non, moi c'est une des plus grandes frustrations de mon engagement politique, parce que si je m'étais engagé derrière Emmanuel Macron en 2016, c'était aussi en partie grâce à ça, c'était son constat justement aussi que la politique devait reprendre le main sur la fonction publique. Pas de dire que la fonction publique fait du mauvais travail, mais que c'est pas à elle de décider pour elle-même ce qui est bon et ce qu'elle doit faire, et que le politique doit pouvoir remettre la main. Il avait parlé à l'époque de ce pôle système, c'est-à-dire de virer tous les directeurs d'administration à chaque changement de gouvernement, ce que font globalement les Américains, et ce qu'on ne fait absolument pas en France, mais ça, globalement, c'est un échec, effectivement, je le reconnais humblement, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On n'a pas réussi à reprendre la main, et au contraire, je dirais même, la haute fonction publique a sans doute pris encore davantage de pouvoir par rapport aux politiques, et on y est confronté tous les jours quand on est parlementaire. Je peux vous dire que les amendements où on vous explique, ben non, c'est pas possible, mais c'est pas le ministre qui vous explique que c'est pas possible, c'est la sous-administration de tel secteur qui vous dit que non, ça, on n'a jamais fait comme ça, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. C'est terrible, hein. C'est effectivement un truc qui s'auto-alimente, et c'est assez terrifiant. Oui, moi je pense que le gros sujet que nous avons, c'est que nous avons des chefs d'administration, parce que les ministres sont aussi les chefs d'administration, qui oublient qu'ils sont chefs d'administration, et qu'à ce titre-là, ils doivent procéder à des arbitrages, et que l'administration doit suivre, l'intendance doit suivre. Moi je suis frappé, moi je suis frappé comme avocat de voir que sur un certain nombre de sujets, c'est finalement l'administration, et j'en parle de sujets pour lesquels
il devrait y avoir des arbitrages politiques parce que il y a des enjeux de politique industrielle, d'investissement, y compris franco-français, de souveraineté. On parle beaucoup de souveraineté. Eh bien, quand on a des sujets, on peut avoir le sentiment que l'autorité politique est extrêmement frileuse parce qu'elle a peur qu'on l'accuse d'avoir procédé à des arbitrages après, qui pourraient être remis en cause. Il y a une peur de la juridiciarisation de la vie politique, donc on n'ose pas. Donc on laisse, souvent on dit, mes services pensent que, eh bien, oui, vraiment là-dessus, comme avocat, moi je le constate. Mais comment on va faire ? C'est même pire que ça, parce que entre les lois telles qu'elles sont votées au Parlement et l'application qui en est faite sur le terrain, non, même pas des. Oui, il y a déjà les décrets, il y a déjà de la perte en ligne. Mais entre la façon dont elle est appliquée sur le terrain par les différentes et les façons dont la décision politique est modifiée aux différentes strates administratives, et c'est là où on n'est pas bon au niveau français, c'est qu'on n'a pas des parlementaires qui ont suffisamment de moyens pour aller contrôler sur le terrain la réalité de ce qu'ils votent à l'Assemblée. Et ça, c'est vraiment une faillite démocratique pour moi. C'est que aujourd'hui, quand on voit une loi telle qu'elle est appliquée sur le terrain, parfois on ne reconnaît même pas la loi qu'on a votée 3 ans avant. Elle est réécrite. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Elle est réinterprétée, ce qui fait qu'elle ne s'applique pas comme l'esprit de la loi avait été pensé. Et ça, c'est un drame. Et il faudrait que les parlementaires puissent contrôler et puissent rectifier les choses quand c'est mal fait. Mais ça, clairement, on le fait pas parce que on passe. Mais on est dans le constat. Qui peut faire quelque chose ? Mais qui peut faire quelque chose ? Sur ce blocage de l'administration. J'allais rebondir sur ce que vient de dire Sophie. Qui peut faire quelque chose aujourd'hui ? Moi, en tant qu'effectivement chef d'entreprise, comme beaucoup d'entre vous ici, je suis tous les jours asphyxié par les réglementations, par les nouvelles strates qui sont pondues, et on a l'impression que même toutes les tentatives de simplifier n'aboutissent au final qu'à de nouvelles complications et complexifications auxquelles les fonctionnaires ne comprennent pas forcément grand-chose. Je fais l'objet aujourd'hui, comme tout chef d'entreprise doit le faire, régulièrement, j'estime, d'un contrôle TVA. Vous voyez, j'ai la contrôleuse en face de moi, elle me dit voilà, il faut que je me replonge dans les trucs parce que là, ça a encore évolué, etc. Mais comment voulez-vous qu'on vive, qu'on agisse, qu'on entreprenne, qu'on embauche, qu'on dynamise ce pays qui est en train d'être asphyxié totalement par cette machine administrative? Mais qui a le pouvoir? Sophie a tout à fait raison. Qui a le pouvoir de changer ça? J'ai l'impression que la roue a tourné beaucoup trop loin pour qu'on puisse se la faire partir en arrière. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Il y a deux choses. D'abord, vous avez raison de dire, parce qu'on voit qu'un même texte est appliqué différemment suivant qu'on se trouve en Corrèze ou à Bordeaux ou ailleurs. Donc vous imaginez, quand vous avez une boîte et vous savez plus à quel sein vous vouez, parce que vous dites véritaire de ça, erreur de la première chose. La deuxième chose, qui a le pouvoir? Le pouvoir politique doit reprendre la main. C'est qui le pouvoir politique? Oui, c'est ça. C'est qui? Non mais attendez, démocratie, vous m'interrogez. Non, mais vous m'interrogez. Le pouvoir politique, je rappelle que à la tête d'une administration, il y a un ministre. Un ministre, mais il n'est plus. Justement, les ministres ne sont plus à la tête de l'administration. C'est là où il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que ceux qui ont sur le papier titres et fonctions doivent peut-être exiger d'assumer, je dis bien d'exiger, d'assumer l'ensemble, la plénitude de leurs prérogatives. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas changer la Constitution. Je suis d'accord, mais comment on fait? Qui décide? Il faut qu'il y ait, et il faut éventuellement prendre le peuple à des points. Moi, je dis que parfois, vous savez, par exemple, je ne sais plus, c'est ici que je disais que le rapport de la Cour des comptes doit être popularisé. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes fait des rapports. Quand il raconte pas n'importe quoi. Non, mais il n'y a pas de. Oui, mais justement, il n'y a pas d'institution parfaite. Mais il y a un certain nombre de rapports, en tout cas de points qui sont soulevés. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? On dit c'est la bonne blague. Dans certains milieux, vous connaissez la bonne blague. C'est encore l'un de ces fameux rapports de la Cour des comptes qui va servir de repose téléphone ou bien de repose objet. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que les rapports sont peu entrés en effectivité. Cela, il faut prendre le peuple à témoin. Quand vous êtes député et que vous allez voir l'administration, vous faites clairement sentir que dans 6 ans, vous serez peut-être plus là, mais eux seront encore là. Donc, voilà. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant et on continue de débattre et de commenter l'actualité. À tout de suite. Restez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à 10h et tout à l'heure nous recevrons Patrick Roger. Alors, continue à parler parce que Sud Radio lance son podcast rugby. La Coupe du Monde arrive et évidemment Sud Radio est la radio du rugby. Interview exclusive d'Antoine Dupont à découvrir sur le site de Sud Radio. Donc on va vous développer tout ça à partir de 10h dans l'émission Média. On va revenir sur les soulèvements de la terre parce que ça fait évidemment beaucoup réagir. Vous vouliez revenir vous aussi, Jean-Baptiste Moreau, parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses, tout et n'importe quoi. Déjà, de leur part, on entend tout et n'importe quoi, parce que franchement, ils parlent d'agriculture et d'agronomie, ils y connaissent que dalle, ils racontent n'importe quoi, ils détruisent les propriétés, le travail que des gens ont fait avec la sueur de leur front. Ce sont pour la plupart soit des fils à papa qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ou à part peut-être planter 3 carottes dans la jardinière sur le balcon, soit des œuvrés au RSA et qui globalement n'arrivent pas à vivre du peu d'agriculture qu'ils font parce que de toute façon économiquement leur modèle d'agriculture n'est pas viable, et ils vont aller donner des leçons à tout le reste de l'agriculture en expliquant qu'il n'y a qu'un seul mode d'agriculture qui serait demain vivable et viable. Enfin voilà, et en plus ils s'auto-proclament camp du bien et défenseurs, et donc à ce titre, ils légitiment toutes les actions, intrusion dans les propriétés privées, destruction, saccage, même faire flamber les voitures des policiers à Sainte-Soline et des gendarmes à Sainte-Soline. Voilà, tout est justifiable parce que c'est l'auto-proclamé camp du bien. J'alerte sur cette dérive totalitaire d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui est un danger pour notre cadre démocratique et qui, je veux dire, la dissolution, moi je félicite Gérald Darmanin d'avoir réussi. Alors je ne sais pas si le Conseil d'État va aller au bout, parce qu'effectivement c'est un mouvement gazeux, parce qu'ils savent bien faire, ils sont très forts, ils ont des bardés de juristes, ils savent très bien faire des organisations qui sont indissolvables, parce que c'est des nébuleuses. Beaucoup d'associations qui oui, il y a des syndicats soi-disant agricoles, parce que c'est un syndicat qui à mon avis n'a plus rien de syndicat agricole, mais bref, qui fait partie des soulèvements de la terre, mais qui défendent ce qu'ils ont à défendre. Voilà, c'est la liberté d'expression et c'est leur droit le plus strict. Que pour ça ils utilisent des méthodes violentes et illégales. Non, c'est pas possible dans une démocratie. On débat, mais on n'agresse pas. Alors écoutez ce que disait Jean-Luc Moudin, qu'il était ce matin sur l'antenne de Sud Radio suite hier à une agression dont il a été victime. Ça a été des agressions verbales très dures, et voyant que je gardais mon sang-froid et que je continuais mon chemin au même rythme, je pense que ça a dû les énerver. Alors là, ils ont ouvert des poubelles, et là ils ont sorti les ordures et ils nous les ont jetés dessus, et là il y avait des projectiles, et parfois des projectiles dangereux, en particulier des bouteilles en verre. Et j'ai une de mes collègues, la plus jeune du conseil municipal, qui elle a reçu une bouteille sur la nuque, et donc à l'heure où je vous parle, elle est à l'hôpital, elle est en train d'être examinée. Ouais. Ces gens-là sont des fascistes. Ces gens-là sont des fascistes. D'abord, j'aimerais bien qu'on arrête d'utiliser le mot, mais d'utiliser le mot fasciste toute la journée, parce que ça. Bon, à partir du moment où vous ne supportez pas une idée différente de la vôtre. Oui, non, mais alors d'abord, ce sont en tout cas des extrémistes. Ce sont des gens qui ne veulent absolument aucune nuance. Ce sont des gens qui sont dans l'idéologie. Et moi, je déteste les idéologies. Je pense qu'on n'arrive à rien, qu'ils ont forcément raison, qu'il y a sur énormément de points. Mais j'ai personnellement vécu sur France Info il y a 4 jours, face à face. France Info l'a retweeté, ce que je trouve incroyable. Elle me déclare: le monde économique est en guerre contre le vivant. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes climato-sceptique, madame. Parce que j'étais chef d'entreprise. Non, mais cette phrase m'a pétrifiée. Les entreprises sont en lutte contre le vivant. Et donc, j'étais en train de lui expliquer que le progrès pour sauver la planète viendrait des entreprises. Mais ce qui est embêtant, c'est que l'idéologie qui peut en tout cas qui recouvre des convictions qu'on peut comprendre, est totalement contre-productive. Ils veulent la décliner sans penser à des continents entiers qui ont envie de se développer, etc. C'est de la haine, et de l'anticapitalisme décroissant. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas, la décroissance, je veux dire, on peut pas. Il y a des gens qui sont pauvres dans notre pays, qui ont des difficultés à se nourrir, à avoir des fruits, des légumes, etc. Des agriculteurs qui bossent toute la journée, nuit et jour, pour pas un rond, pour des retraites minables. Je veux dire,
Cette idéologie est vraiment destructrice et moi c'est ça qui m'inquiète. Oui, ils masquent leur anticapitalisme sous des préoccupations environnementales, mais le fond de leur problème, c'est des anticapitalistes. Sauf que leur modèle en plus de solidarité ne tient plus à partir du moment où vous n'avez plus d'entreprise pour le faire tourner. Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est la réaction de fidèle auditeur, Stéphane, qui me dit il a pas été agressé. Regardez, il m'envoie une vidéo. On voit effectivement pas grand-chose. Alors, vidéo postée par Toulouse en lutte. Moudinque agressé à Toulouse, que de violence. Âme sensible s'abstenir. Effectivement, on voit une bouteille en plastique volée. N'oublions pas que notre Moudinque cumule des mandats d'élus avec un poste de haut fonctionnaire. Il perçoit au total des indemnités de maire de Toulouse, de président de métropole, mais en plus haut fonctionnaire à 8 000 € net par mois pour rien foutre. Même c'est de la jalousie. Donc c'est une manière, pardon Stéphane, je m'adresse à vous directement, de justifier encore une fois la violence. Le mec gagne du pognon, donc on peut lui taper dessus. Non, il y a quelqu'un qui est hospitalisé quand même. Et vous avez Toulouse en lutte qui vous envoie une vidéo et vous dites il y a rien. Moi je sais pas, j'ai pas vu la vidéo. Mais la résonance aujourd'hui. Arrêtons d'être hypocrites. Si effectivement nous considérons que cumuler un poste, je pense notamment au poste d'inspection, et d'avoir beaucoup d'activités politiques, que quelque part ça n'est pas acceptable, eh bien il faut que là encore le politique prenne ses responsabilités et dise carrément, monsieur, madame, vous démissionnez, ou qu'au sein de votre corps, que vous soyez effectif, parce que sinon c'est un peu de l'emploi. Mais il faut être pauvre pour être crédible. Donc ça c'est l'hypocrisie. Maintenant, moi je voulais juste quand même sur le fond, moi je voudrais, si vous me donnez 15 secondes, je voudrais lire ce que dit une responsable et qui dit la chose suivante. Dans un article des soulèvements de la Terre, dans un article du 24 mars 2023, elle dit ceci: il ne faut rien attendre des institutions et assumer une conflictualité directe avec elles. On a trop longtemps cru que l'on pouvait sensibiliser les décideurs économiques et politiques, qu'on pouvait les convaincre du bien fondé de nos revendications, qu'ils pouvaient, j'ai presque terminé, comprendre. C'est une illusion qui nous fait perdre du temps infini. En réalité, ces élites ne sont pas à convaincre, mais elles sont à contraindre. Ne pas rester aux formes légalistes et traditionnelles des actions. Voilà. Donc, en fait, on sort de la démocratie. Moi, je suis sidéré quand j'entends cela, et je suis sidéré parce qu'en fait, c'est plus de règles, plus d'institutions, ils ont la vérité, et tous ceux qui sont en face sont à abattre. Moi je pense que c'est d'une violence morale et intellectuelle qui va pire qu'un coup de... C'est une minorité. C'est pour ça le fascisme, c'est une minorité qui essaye de s'imposer sa volonté à la majorité, sous prétexte que c'est ça le bien universel. On est clairement dans des propos révolutionnaires et des propos antidémocratiques, puisqu'effectivement, a priori, les gens qui nous gouvernent ont été élus, et il y a des institutions pour cela. Je suis moi aussi totalement opposé à cette violence, à ce qu'on appelle parfois l'écoterrorisme, même si le mot est peut-être utilisé un peu galvaudé ces derniers temps. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Baptiste Moreau. C'est pas par la violence, c'est jamais par la violence qu'on doit combattre les choses, mais par la pédagogie, par l'information, par la conviction, etc. En revanche, là où je diverge de Jean-Baptiste Moreau, c'est que je suis pas sûr que l'interdiction de ce mouvement soit une bonne décision. Parce que effectivement, non seulement parce que je pense que c'est plus un coup d'épée dans l'eau qu'autre chose, symbolique, parce que on ne dissoudra pas grand-chose, mais en plus que le geste lui-même, le symbole lui-même d'interdire quelque chose ne me semble pas là encore aller dans le bon sens. Voilà. Non mais si leur combat est dans le sens de l'intérêt général, et il y a certaines choses qui le sont, je veux pas non plus être caricatural dans ce qu'ils dénoncent et dans ce pourquoi ils veulent se battre. Il y a des choses qui sont justifiées. Mais à ce moment-là, on a un cadre démocratique qui convainc le citoyen et il se présente à des élections pour gagner. Mais une minorité n'impose pas par la force parce qu'elle estime que sa cause est juste. C'est là où nous avons un vrai sujet. Et la question est peut-être pour nous, c'est comment réagissons-nous? Parce qu'on est d'accord sur le fait que l'interdiction, les procédures judiciaires seront telles que tout ça va terminer en chabada. Ils recréeront, ou bien le Conseil d'État aura du mal, etc. Bon, le vrai sujet pour nous,
c'est que nous devons, justement, la majorité doit aujourd'hui être militante. Moi, ce que je regrette, la majorité silencieuse, j'y viens. Ce que j'ai appelé les silencieux, nous sommes une majorité qui se tait, qui ne dit rien, qui se contente de payer. Moi, avec des âneries, lorsqu'on se contente de dire, ah ben, tout était mal avant, mais attendez, au sortir de la guerre, vous avez vu combien pesaient les gamins. On me dit que tout était mal et que le monde régresse. Ah bon, l'espérance de vie en un siècle n'a pas augmenté. Les questions de santé, les questions de santé n'ont pas évolué. Il faut arrêter de raconter des idioties. Alors qu'on se dise que les choses doivent évoluer différemment, je veux bien, mais que quelques minoritaires et qui viennent nous faire la leçon, nous disant que de toutes les façons, et d'ailleurs vous l'avez entendu, ils vous ont expliqué que la commission d'actes ils sont justifiés à commettre des actes de violence, et ils nous disent bien, disent bien des actes impactants. Donc la question, c'est pour nous, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je pense qu'il faut arrêter qu'on fasse salon et des débats. Il faut aussi qu'on s'exprime de manière, ou en tout cas... Mais comment? Moi, je veux bien entendre tout ça. Alors d'abord, premièrement, la violence, le problème, c'est qu'il faut lutter contre. Dès qu'on lutte contre, c'est les gaz lacrymogènes, les droits de l'homme, la police, bon. Donc déjà, comment arrêter la violence? On est mal. Et ensuite, j'ai compris que la majorité silencieuse... Sophie, je vais me donner un exemple. Ces gens-là passent leur temps sur Internet, ils ont des équipes, des gens qui font, qui tweetent, qui machin, etc. Nous restons entre nous. C'est vrai. Moi, je suis juste un mot, parce que les auditeurs, auditrices qui me disent j'ai vu la vidéo, il se passe rien. Moi, je suis désolée. Toulouse en lutte, je suis pas persuadée que ce soit la source la plus objective. Certains me disent j'ai vu la vidéo. Moi, je veux bien voir la vidéo. Effectivement, il n'y a pas de vidéo. Je suis d'accord avec vous. Moi, l'interview, alors là, pour le coup, on va pas polémiquer sur est-ce qu'il a été agressé, pas agressé, beaucoup, pas petit. C'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est la déclaration que je viens de vous lire de Madame Léna Lazare, que vous pouvez trouver dans Reporter du 24 mars 2022. Ils le font sans arrêt, ils l'ont fait sur le plateau. On est en période de bac, je trouve que c'est un bon sujet de bac philo. À partir de quel moment la violence devient-elle légitime? Je vous rappelle que nous allons faire entrer au Panthéon Missak Manoukian, qui disait on ne fait rien de mal, on tue des tueurs. Oui, mais enfin, je laisse ça résonner. Non, par contre, il ne faut pas comparer, parce que certains je ne compare pas. Je dis, c'est un vrai sujet de réflexion à partir de quel degré la violence devient-elle 100% d'accord. La violence devient-elle légitime? 100% d'accord. Et c'est super. Enfin, c'est vraiment une très bonne nouvelle que Missak Manoukian rentre au Panthéon. Mais j'entends ces derniers jours les soulèvements de la terre justement arguer de ça, expliquer que les résistants pendant la guerre de 39-45, ils ont effectivement commis des actes illégaux. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, se comparer les soulèvements de la terre avec les résistants contre la barbarie nazie, c'est juste à vomir. Enfin, c'est juste à vomir, et c'est un scandale, c'est du relativisme historique, c'est presque du négationnisme. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, Sud Radio lance la saison du rugby, de la Coupe du Monde, et on va en parler avec François Trio, absolument, et Patrick Roger, des podcasts inédits à découvrir. On va tout vous expliquer dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les joies du surf, les sensations fortes, ce petit stress qui